Je m'appelle Viviane Harel. J'ai 67 ans. Je suis une bibliothécaire scolaire à la retraite qui a cru pendant des décennies que le plus grand héritage que je pouvais laisser derrière moi était l'amour que j'avais déversé sur mon mari et ma fille unique. Pendant des années, j'ai vécu discrètement. Une femme qui a sacrifié ses propres rêves pour que sa famille puisse s'élever. Mais une nuit, dans le sud de la France, tout ce que je croyais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille a volé en éclats. J'ai pris un vol pour le sud sans prévenir. Personne ne savait que j'arrivais. J'étais devenue agitée, sentant que quelque chose n'allait pas avec Evelyne, ma fille. L'intuition d'une mère est une boussole étrange. Elle vous tire vers la vérité, même lorsque vous ne voulez pas y faire face. Cette nuit-là, je suis entrée dans un monde scindé en deux. D'un côté, il y avait les soins intensifs de l'hôpital. Des lumières blanches éclairaient crûment les barrières métalliques et les draps stériles. Le bip régulier d'un moniteur transperçait l'air comme un marteau frappant mes côtes. Evelyne était là, pâle et frêle, sa poitrine se soulevant avec un effort douloureux. Quand j'ai touché sa main, elle était froide, comme si elle était déjà en train de glisser loin de moi. Ses lèvres ont tremblé alors qu'elle murmurait « Maman, s'il te plaît, ne reste pas seule toute ta vie. » Tant, c'étaient les mots d'une fille qui savait qu'elle ne passerait pas la nuit. Mais alors que je restais figée dans ce silence, une autre image brûlait dans mon esprit. À quelques kilomètres de là, mon gendre, Marc, n'était pas à son chevet. Il était dans un bar de luxe, levant un verre de liqueur ambrée, sous des néons. Une femme était drapée sur son épaule, le rire s'échappant de sa bouche, la musique martelait, les bouteilles s'entrechoquaient et il portait un toast à la vie, pendant que la femme que j'avais mise au monde se battait pour la sienne. Ce contraste a failli me déchirer. La lumière blanche de l'unité de soins intensifs contre la lueur pulsante d'une boîte de nuit. Le son d'un moniteur cardiaque contre le battement sourd de la musique basse. Le dernier souffle de ma fille contre son sourire, insouciant. Je ne peux pas vous dire quel genre de tempête faisait rage en moi. Le chagrin, la fureur et une solitude insupportable. Mais je n'ai pas crié, je n'ai pas maudit. J'ai porté mon silence comme une arme. En moins d'une heure, chaque compte bancaire que Marc était en train de vider a été gelé. Sa carte de crédit a cessé de fonctionner. Son accès aux économies de toute une vie d'Evelyne a disparu dans les airs. Et alors que j'étais assise dans la maison vide de ma fille, son écharpe serre et sur mes genoux, mon téléphone s'est allumé. Sa voix à l'autre bout du fil est passée de la rage à la supplication, des menaces aux implorations. Et à travers tout cela, je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence parler pour moi. Cette nuit-là, j'ai réalisé que la justice n'arrive pas toujours avec un marteau de juge ou une arme à feu. Parfois, elle arrive silencieusement, comme la main ferme d'une mère qui ferme la porte à la trahison. Mais écoutez-moi bien quand je dis cela. Je ne suis pas arrivée à ce moment facilement. Derrière ce silence se cachait un voyage à travers le chagrin. La découverte et des choix que je n'aurais jamais cru avoir la force de faire. Ce que vous venez d'entendre était la fin d'une bataille, pas le début. Pour comprendre comment une femme, discrète comme moi, a pu transformer le deuil en justice, vous devez revenir avec moi au premier pas de cette histoire, à Vannes, et de continuer, je veux vous demander quelque chose. Si vous aviez traversé le pays en avion pour trouver votre enfant, abandonné sur un lit d'hôpital, pendant que son conjoint trinquait avec des étrangers dans le luxe, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous pardonné? Ou laisseriez-vous le silence porter le poids de la justice?
Je vous invite à rester avec moi. Écoutez attentivement, et peut-être qu'à la fin, vous aurez votre propre réponse. Car ce n'est pas seulement une histoire de trahison et de chagrin. C'est aussi une histoire d'éveil, de guérison et de découverte de la force dans des endroits que je croyais perdus à jamais. Et tout a commencé au moment où je suis descendue de cet avion à Marseille, ne transportant rien d'autre qu'une valise, la vieille montre de mon père et la crainte consciente qu'il était déjà trop tard. Je suis descendue de cet avion à Marseille c'est pour tout bagage une unique valise et la vieille montre à gousset de mon père glissée dans la poche de mon manteau. Le vol depuis Paris avait été court en heures, mais interminable en poids. J'ai 67 ans, veuve depuis près de 2 décennies, et je n'avais pas vu ma fille Evelyne depuis presque 1 an. Je n'avais prévenu personne de ma venue. Je devais la voir de mes propres yeux, entendre sa voix, sans crier gare, connaître la vérité de sa vie, sans le vernis poli qu'elle utilisait parfois pour me rassurer au téléphone. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine me rongeait depuis des semaines. Un instinct maternel qui me murmurait que quelque chose n'allait pas du tout. L'air du terminal me semblait lourd et vicié. Chaque pas dans le couloir résonnait d'une solitude que je ne connaissais que trop bien depuis le décès de mon mari. Evelyne était tout ce qu'il me restait, mon unique ancre. Pau, Hurtant, même avec elle. J'avais appris à accepter les longs silences, les appels brefs et les visites écourtées, parce que Marc, son mari, semblait toujours avoir autre chose à faire. Je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais je sentais son mépris. Il me traitait comme si j'étais une relique fragile, un rappel d'obligation dont il ne voulait pas. J'avalais cette humiliation en silence parce que ma fille l'aimait et que je voulais son bonheur plus que ma fierté. Durant le vol, mes pensées tournaient sans cesse autour d'un souvenir. Evelyne n'avait pas plus de 5 ans, ses cheveux en tresse, sa petite main agrippant la mienne sur le porche par une nuit d'orage. Elle avait pressé sa joue contre mon bras et murmuré « Maman, ne me quitte jamais. Promets-moi que tu ne me lâcheras jamais. » Je m'étais penchée, j'avais embrassé sa tête et promis « Je ne te quitterai jamais, ma chérie, jamais. » Ce vœu m'avait porté à travers le veuvage, à travers les nuits où le lit ressemblait à un océan, à travers les matins où le silence s'étirait plus fort que n'importe quelle horloge. Tandis que l'avion traversait le ciel provençal, je regardais par le hublot, cherchant du réconfort à l'horizon. Au lieu de cela, le malaise se resserrait autour de mes côtes comme des bandes de fer. Chaque turbulence me retournait l'estomac, non pas parce que j'avais peur de voler, mais parce que mon esprit savait déjà ce que mon corps refusait d'accepter. Mon Evelyne avait des ennuis, et il était peut-être déjà trop tard. J'ai essayé de me distraire en feuilletant le magazine de bord, mais les photos glacées de plage et d'hôtels se brouillaient devant mes yeux. Je l'ai mis de côté, j'ai fermé les yeux, et j'ai murmuré une prière. À l'atterrissage, l'air extérieur m'a frappé avec un mur d'humidité et des chaleurs. Le trajet en taxi jusqu'à son village s'est étiré, long et agité. Les platanes se balançaient, mais au lieu de beauté, ils semblaient être des pleureurs inclinant la tête. J'ai pressé ma paume sur la montre de poche, celle que mon père m'avait donnée avant son dernier déploiement. Son tic-tac me rappelait toutes les fois où j'avais attendu que les hommes que j'aimais rentrent à la maison. Mon mari, mon père, et maintenant ma fille. Je craignais que cette fois, l'attente ne se termine différemment. Alors que le taxi tournait dans sa rue, j'ai d'abord remarqué les détails. L'herbe devant sa maison était haute. La boîte aux lettres était bourrée d'enveloppes, certaines jaunies par le temps. Les rideaux étaient tirés
hermétiquement contre le soleil du sud. Cela ressemblait moins à une maison qu'à une coquille vide. Mon pouls s'est accéléré. Je me suis dit qu'elle était peut-être en voyage, que Marc avait peut-être négligé le jardin. Mais une certitude plus sombre s'est pressée contre ma poitrine. J'ai payé le chauffeur et je me suis tenue sur le trottoir fissuré, mes mains tremblant légèrement alors que j'ajustais la sangle de ma valise. Je voulais frapper, crier son nom, briser le silence qui enveloppait la maison. Mais avant que je puisse le faire, j'ai entendu une voix derrière moi. Marthe Rousseau, sa voisine, s'est approchée rapidement, l'inquiétude gravée sur son visage. « Viviane, dit-elle doucement, vous ne savez pas. Evelyne est à l'hôpital en soins intensifs depuis 2 semaines maintenant. Le monde a basculé sous mes pieds. Ma valise m'a glissé des mains. Marthe a expliqué davantage, mais ses mots se sont brouillés en fragments. Je vous vois seule. L'ambulance il y a 2 semaines. Et Marc, me suis-je forcée à demander, bien que ma gorge me parut à vif. Marthe a hésité, ses yeux fuyant les miens. On l'a vu en ville, vivant sa propre vie. Il n'a pas été à l'hôpital. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Ma poitrine est devenue si serrée que je ne pouvais plus respirer. Evelyne, ma petite fille, qui m'avait un jour supplié de ne jamais la quitter, gisait sur un lit d'hôpital stérile, luttant pour sa vie, pendant que son mari continuait comme si elle était déjà partie. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'isolement que j'avais porté pendant des années n'était rien comparé à l'abandon qu'Evelyne avait subi. Debout devant cette maison négligée, je savais 2 choses avec une clarté absolue. Premièrement, j'étais déjà trop tard pour la protéger de semaines de douleur. Deuxièmement, je ne serais pas trop tard pour me battre pour sa dignité, son héritage et sa vérité. Mon silence avait été mon bouclier pendant trop longtemps, mais maintenant, il deviendrait mon arme. Je me suis penchée, j'ai ramassé ma valise et je me suis murmuré à moi-même. « Tiens bon, Evelyne, maman est là. » Je suis restée devant la maison d'Evelyne, espérant contre toute raison que Marthe s'était trompée, que ma fille pourrait ouvrir la porte elle-même et rire de l'inquiétude que j'avais, transportée à travers le pays. Mais le silence était absolu. Les rideaux étaient tirés. La boîte aux lettres penchait sous le poids des enveloppes qui débordaient de sa bouche. Ma poitrine s'est serrée alors que je me penchais pour en ramasser une. C'était un avis de retard de paiement, les lettres rouges criant plus fort que n'importe quelle voix. Une autre enveloppe a glissé au sol, révélant un avertissement de coupure d'eau. Evelyne avait toujours été diligente, méticuleuse même. Voir sa vie en désarroi, c'était comme voir un miroir se fier. Assurée, je me suis forcée à monter sur le porche. Ma main tremblait en essayant la poignée. Elle s'est ouverte trop facilement. Marc l'avait laissée déverrouiller. L'odeur m'a frappée en premier, renfermée et aigre, une odeur d'air emprisonné depuis des semaines sans soin. Je suis entrée, chaque craquement du plancher sonnant comme une protestation. Le salon était sombre. La poussière flottait dans le rais de lumière qui filtrait à travers les rideaux. Sur le canapé, une écharpe verte était pliée avec soin, celle que j'avais offerte à Evelyne pour son 30 anniversaire. Elle avait aimé sa douceur, l'enroulant autour de ses épaules chaque fois qu'elle avait froid. Je l'ai ramassée, l'ai pressée contre ma joue, et j'ai senti la brûlure des larmes que je ne pouvais pas laisser couler. Des papiers étaient éparpillés sur la table, basse. Des factures impayées, des lettres non ouvertes, des rappels d'une vie interrompue. Des verres vides étaient abandonnés, des auréoles d'eau séchée marquant la surface. Dans la cuisine, la vaisselle s'entassait dans l'évier
une légère odeur aigre s'en dégageant. Le septième bourdonnement du réfrigérateur était le seul son. Régulier mais creux. J'ai pensé à Evelyne, se déplaçant dans ses pièces, fatiguée par des traitements dont j'ignorais tout, portant des fardeaux qu'elle m'avait cachés. Cette pensée s'est enfoncée dans ma poitrine comme une pierre. Viviane. La voix de Marthe venait de l'embrasure de la porte, plus douce cette fois. Il faut y aller. Elle est à l'hôpital. Ça fait 2 semaines maintenant. Vous devriez être là. J'ai serré l'écharpe plus fort. J'ai hoché la tête et je l'ai suivie dehors. Mes jambes étaient instables, comme si le sol lui-même me rejetait. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est estompé. Je me souviens du feu rouge qui dura, et trop longtemps, de la radio du taxi qui jouait un air entraînant qui tranchait avec le poids de mon silence. J'ai pressé ma paume sur l'écharpe posée sur mes genoux, la saisissant comme une ligne de vie. La montre de mon père faisait tic-tac dans ma poche, chaque battement étant un rappel que je manquais de temps. Quand les portes vitrées de l'hôpital se sont ouvertes, l'odeur d'antiseptique s'est précipitée, âcre et impitoyable. La réceptionniste a levé les yeux quand j'ai donné mon nom, son regard s'adoucissant quand j'ai prononcé celui d'Evelyne. Elle m'a dirigée vers le 5e étage, chambre 512. Mon cœur battait la chamade, tandis que l'ascenseur montait. Chaque ding du compteur d'étage résonnait comme un compte à rebours. Le couloir était sombre, bordé de machines qui émettaient des bips sans mots. Des infirmières se déplaçaient rapidement, leurs chaussures chuchotant sur le lit. Noléum. Je me suis arrêtée devant la porte, pressant l'écharpe contre ma poitrine, puis je l'ai poussée. La vue de ma fille a failli me terrasser. Evelyne gisait, pâle contre les draps blancs, sa silhouette rétrécie sous la blouse, des tubes traversant ses bras, des fils emmêlés autour de sa poitrine, des moniteurs clignotant leur froide vérité. Ses lèvres étaient gercées, sa peau presque translucide. Mais quand je me suis approchée, ses paupières ont papilloté. « Maman !» Sa voix était un râle plus fin que du papier. J'ai tendu la main vers la sienne, glaciale sous ma paume. « Je suis là, ma chérie. Je suis là. » Elle a essayé de sourire, les coins de ses lèvres tremblants. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Ses yeux, noisettes comme les miens, scrutaient mon visage comme pour me mémoriser. Promets-moi, maman, ne reste pas seule pour toujours. S'il te plaît, ne laisse pas le monde t'enlever ton amour. Je me suis penchée près d'elle, les larmes brouillant les contours de son visage. Je te le promets, Evelyne, je te le promets. Sa poitrine s'est soulevée une fois de plus, puis est retombée. Le bip régulier du moniteur s'est étiré en une unique tonalité perçante. Des infirmières se sont précipitées, leurs voix fermes, leurs mains se déplaçant avec une urgence exercée. « Reculez, madame !» Elles ont pressé contre sa poitrine. Des machines ont vrombi. Des ordres ont rempli la pièce. Je suis restée figée contre le mur, l'écharpe serrée contre ma poitrine, mon cœur cognant contre mes côtes. Le monde a ralenti. J'ai vu le rythme de leurs mains pressant, la montée et la descente de son corps sans vie, l'éclat vif des palettes du défibrillateur. Je n'entendais rien d'autre que mon propre battement de cœur, lourd et creux. La tonalité perçante n'a pas cessé, et elle a rempli mes oreilles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la pensée. Après, des minutes interminables, le médecin s'est tourné vers moi. Son expression était lourde, sa voix basse. « Je suis vraiment désolée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » La pièce est tombée dans le silence. Les infirmières ont baissé les mains une par une. Les machines se sont tues, sauf la tonalité qui semblait résonner jusque dans mes os. Je suis retournée à ses côtés.
J'ai lissé une mèche de cheveux de son front et je l'ai embrassée, doucement. Sa peau était froide. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, comme si elle avait été sur le point de dire un mot de plus. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai écouté le silence qui avait remplacé son souffle. J'ai pressé l'écharpe contre sa poitrine, comme si elle pouvait capturer la dernière trace de sa chaleur. J'ai murmuré « Tu ne seras pas à jamais seule, Evelyn. Ni maintenant, ni jamais. » Et dans cette chambre stérile, avec l'odeur de désinfectant qui s'accrochait à moi et le poids de l'absence qui pesait, j'ai senti une partie de moi se fracturer. Le monde extérieur pouvait encore tourner. Les voitures pouvaient encore klaxonner. Les gens pouvaient encore rire. Mais pour moi, le temps s'était brisé. Tout ce qui restait était l'écho creux de sa dernière requête et la vérité insupportable que j'étais arrivée. Trop tard. J'ai quitté l'hôpital en emportant l'écharpe verte comme une relique fragile et je suis retournée à la maison d'Evelyn, les deux mains agrippées au volant. Le soleil s'affaissait derrière les toits. La lumière semblait métallique, comme si l'après-midi avait été frotté à l'eau de Javel. Quand j'ai ouvert la porte, le même air vicié m'a accueilli. C'était le dernier, endroit où ma fille avait vraiment vécu. J'ai allumé une lampe et la pièce est sortie de l'ombre, révélant tout ce qu'elle ne pouvait plus protéger. Sur la table basse gisait l'avalanche que j'avais remarquée plus tôt. Des factures, des avis, des catalogues glacés, éparpillés sans ordre. J'ai tiré une chaise et j'ai commencé à trier. Facture d'électricité en retard, coupure d'eau programmée, relevé de carte de crédit, paiement manqué. Mes mains restaient instables tandis que ma respiration se faisait plus courte. J'ai ouvert une épaisse enveloppe de la banque. Les dépenses détaillées s'étalaient sur le bois. La location d'un yacht au départ de Saint-Tropez. Une facture de bijoutier pour une Rolex d'homme. Un service de bouteille dans un bar huppé. Les dates coïncidaient avec ces jours de traitement. Chaque achat de luxe reflétait une aiguille dans le bras de ma fille. J'ai aligné les relevés et j'ai laissé les chiffres parler. Retrait d'un compte d'épargne joint. Avance de fonds. Virement libellé. Dépenses du ménage. Ménage. Le mot avait un goût de faux. Rien de tout cela ne servait un foyer. Cela servait une performance. Pendant qu'Evelyn était assise sous des lumières fluorescentes, son mari répétait une vie où elle avait déjà disparu. Sous la télécommande attendait un petit carnet en cuir. J'ai reconnu l'écriture. Soigné d'Evelyn sur la couverture. Note. Je l'ai ouvert au centre et j'ai senti ma poitrine se bloquer. Les rendez-vous défilaient sur la page avec une précision déchirante. Consultation en oncologie, perfusion, résultat du scanner. À côté de certaines entrées, elle avait griffonné des rappels personnels. Appelez maman mais gardez la voix légère. Pas de peur aujourd'hui. Demandez à Marc de venir. L'espace après cette dernière ligne était vide, comme si le stylo avait plané, plein d'espoir, puis s'était arrêté. J'ai tourné la page et j'ai trouvé une lettre pliée qui attendait comme un souffle retenu. « Maman, si tu lis, ceci c'est que je n'ai pas pu te protéger de la vérité plus longtemps. Je pensais pouvoir te préserver de ma peur. J'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, ne vis plus seule. » Les traits du stylo s'affinaient sur cette phrase. L'encre avait accroché sur son tremblement. Elle terminait par une supplique qui ressemblait à une bénédiction. « Garde ton cœur ouvert. Aime à nouveau. Laisse la gentillesse trouver un foyer ici. » J'ai pressé le papier contre ma poitrine et j'ai écouté l'horloge du couloir, comptant les secondes que je ne retrouverais jamais. J'ai remis la lettre dans le carnet
et j'ai placé les deux dans mon sac à main comme s'ils étaient des os. Puis j'ai continué. Une brochure de croisière était ouverte. Sur une photo, de Champagne. Un cercle au stylo entourait un itinéraire vers la Corse. En dessous, un autre, relevé, signalait un virement à une marina. Des reçus d'une boutique portaient encore une trace de parfum. Des boutons de manchette dans une boîte en velours. Un renouvellement d'abonnement à des spiritueux. Le calcul était simple et dévastateur. L'écharpe a glissé de mes genoux. Je l'ai rattrapée rapidement, honteuse de la panique dans ce mouvement, comme si j'avais failli laisser tomber une partie d'elle. Je l'ai enroulée autour de mes épaules. La laine gardait la plus faible trace de son shampoing. Le tissu m'a stabilisée comme une rampe. J'ai cherché dans la pièce des signes de compagnie. Un plat à gratin, un bouquet de fleurs fanées dans de l'eau croupie, une pile de cartes de bon rétablissement. Il n'y avait presque rien. Sur le réfrigérateur, un calendrier montrait 2 semaines, né de croix sur les jours de traitement. Dans un coin, un pilulier était à moitié plein, comme si la semaine elle-même avait été interrompue. J'ai ouvert un tiroir de cuisine et j'ai trouvé un dossier de l'hôpital près de la boîte à pain. À l'intérieur se trouvait une copie de la liste d'autorisation de Sotsutsoy visite. La ligne pour conjoint était vide. Pas de signature, pas d'heure griffonnée, aucune présence. L'absence avait été enregistrée dans un ordre parfait. J'ai posé la page et j'ai resserré l'écharpe. La maison attendait avec moi. Les photos le long du couloir regardèrent depuis leur cadre. Evelyne avec un appareil dentaire et un ruban de foire, scientifique. Evelyne dans une robe de bal de promo chinée en friperie. Evelyne le jour de son mariage, riant de quelque chose que je ne me souviens plus. J'ai touché le verre et j'ai senti la froide certitude qu'elle avait porté sa peu, seule. Elle n'avait pas voulu me charger. Elle avait espéré que Marc deviendrait l'homme qu'il avait promis d'être. L'amour transforme les fidèles en optimistes. Il les laisse aussi sans défense. J'ai rassemblé les relevés en une pile soignée. Je les ai agrafés et je les ai glissés à côté du carnet dans mon sac. La frange verte a effleuré mon poignet et m'a ancré un. Cette écharpe serait mon encre, un film guidant à travers le deuil vers la justice qui pouvait encore être trouvée. J'ai regardé une dernière fois la pièce, l'enfoncement dans le coussin où elle avait dû se reposer après une perfusion, la tasse tachée de thé, le rideau courbé par un courant d'air se faisant passer pour une brise. La vérité avait parlé sans drame ni témoin. Evelyne avait été courageuse et seule. Marc avait été absent, sauf pour son appétit. J'ai éteint la lampe et j'ai verrouillé la porte. Sur le porche, la soirée s'est rafraîchie tandis que le quartier continuait sa vie. Des chiens aboyaient. Un vélo est passé en cliquetant. Un arroseur faisait tic-tac sur une petite pelouse. Je suis restée avec la clé, la réchauffant dans ma paume, et j'ai murmuré « Tu ne seras pas effacé ». Puis j'ai rangé la clé et je suis sortie dans la lumière grise, portant la preuve dans mon sac et ma fille autour de mon cou. Je me suis assise à la table de la salle à manger d'Evelyne, l'écharpe verte enroulée autour de mes épaules et la pile de reçus étalée devant moi, comme des preuves dans un procès. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Mais mes oreilles bourdonnaient de l'écho de ses dernières paroles. Ma fille était morte en me, suppliant de ne pas vivre dans la solitude, alors que son mari était introuvable. Le poids de cette vérité pesait jusqu'à ce que je puisse appuyer, respirer. Mes mains tremblaient en décrochant le téléphone. Pendant des années, j'avais ravalé mes doutes sur Marc pour préserver la paix pour Evelyne. Mais la paix avait disparu, et le silence n'était plus de la soumission.
C'était une arme que j'étais enfin prête à utiliser. J'ai fait défiler jusqu'à son numéro, le même qu'Evelyn m'avait supplié d'enregistrer lorsqu'ils se sont mariés. Au cas où. Mon pouce a hésité un instant, puis a appuyé. L'appel s'est connecté instantanément. Son visage a rempli l'écran dans un éclat de néon. Marc était dans un bar, haut de gamme, le genre où le champagne arrive dans des seaux de glace et où la musique ne descend jamais en dessous d'un rugissement. Derrière lui, des lumières colorées, stroboscopiques traversaient des murs en miroir. Une femme s'appuyait contre lui, sa robe scintillante, sa main posée nonchalamment sur son épaule. Deux autres, Osfem Riayanta, proximité, leur verre levé. Sa propre main serrait un verre de liqueur ambré. La glace, captant la lumière. Il portait la Rolex que j'avais vue sur la facture. Son cadran en or brillant sur son poignet bronzé. Eh bien, regardez qui a finalement décidé d'appeler, a-t-il dit d'une voix traînante, levant son verre vers la caméra. La mystérieuse belle-mère. Quelle est l'occasion? Son sourire était large, insouciant. Le sourire d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Ma voix est sortie stable, bien que ma gorge me brûlât. Evelyn est partie. Elle est morte ce soir. Pendant une seconde, son sourire a vacillé, puis s'est rapidement recomposé. Il a haussé les épaules comme si je lui avais donné le bulletin « Météo ». Je savais déjà que ça allait arriver. Tu ne devrais pas être si surprise. Les médecins nous ont dit il y a des mois qu'elle ne tiendrait pas. As rien à faire. Il s'est penché en arrière, sirotant sa boisson, tandis que la femme à côté de lui murmurait quelque chose, à l'oreille. J'ai tenu le téléphone immobile, étudiant chaque ligne de son expression. Je voulais croire qu'une lueur de chagrin passerait sur son visage, une fissure dans son arrogance, mais tout ce que j'ai vu, c'était du soulagement déguisé en indifférence. « Et l'argent ?» ai-je demandé doucement. Le yacht, les bijoux, les comptes vidés pendant qu'elle gisait sur son lit d'hôpital. Il a ri assez fort pour faire tourner quelques têtes autour de lui. « Tu es sérieuse ? Je suis son mari. Ce qui est à elle est à moi. C'est comme ça que le mariage fonctionne, Viviane. Peut-être que dans ton monde démodé, les gens font semblant du contraire. Mais soyons honnêtes. Elle est partie. L'argent est à moi. Fin de l'histoire. » Chaque mot frappait comme un marteau. Pourtant, je n'ai pas bronché. Son arrogance remplissait l'écran. Sa voix un mélange de condescendance et de triomphe. Il croyait que j'allais argumenter, que j'allais crier et lui donner la satisfaction de ma rage. Il pensait que j'allais m'effondrer, comme il m'avait vue rester silencieuse au dîner de famille, me retirant pour qu'Evelyn puisse éviter les conflits. Mais pas cette fois. Je l'ai simplement fixé, laissant le silence s'étirer. J'ai vu le sourire narquois commencer à faiblir. Le sourire se contracter au coin alors qu'il réalisait que je ne jouais pas son jeu. La musique martelait, derrière lui. Les femmes ont ri à nouveau, inconscientes. Il s'est agité sur son siège, inclinant le verre comme si l'alcool pouvait le protéger de ce qu'il ressentait dans ce silence. Pour la première fois, j'ai compris le pouvoir de retenir ses mots. Le silence peut couper plus, profondément que, et n'importe quelle insulte. Il peut dépouiller un homme de son armure quand il s'attend à une attaque et ne reçoit rien. Je me suis penchée en avant, remplissant le cadre de mon visage, pour qu'il puisse voir les rides que le temps avait creusées en moi, l'acier dans mes yeux qui m'avait porté à travers le veuvage, et maintenant à travers la perte de mon unique enfant. Puis, sans un mot de plus, j'ai appuyé sur le bouton et j'ai mis « fin à l'appel ». Son sourire narquois s'est figé sur l'écran noir avant de disparaître dans le néant. Le téléphone a glissé de ma main sur la table.
Mon pouls battait dans mes oreilles, mais ma respiration était revenue. J'ai resserré l'écharpe autour de mes épaules et j'ai murmuré. Mon silence est tout ce que tu obtiendras de moi. C'était le premier renversement de pouvoir, petit mais indéniable. Pendant des années, Marc m'avait traité comme une ombre, un inconvénient à tolérer. À ce moment-là, je suis devenue le miroir qui lui renvoyait son vide. Il s'était attendu à des larmes, de la rage ou des supplications. Au lieu de cela, il a reçu la seule réponse qu'il ne pouvait pas manipuler. Rien. Je suis restée assise, dans la pièce sombre avec l'écharpe contre ma peau. Les factures et les reçus étaient toujours étalés devant moi. Le silence ne ressemblait plus à une défaite. Il ressemblait à la résolution. L'absence d'Evelyne avait laissé une blessure que je ne pourrais jamais refermer. Mais ces mots m'avaient laissé une directive. Ne pas vivre seule. Ne pas laisser mon cœur se fermer. Et ne pas laisser la trahison définir la fin de son histoire. J'ai posé le téléphone face contre table, son écran noir correspondant à la nuit tranquille dehors. La maison autour de moi sentait toujours la négligence. Mais dans ma poitrine, quelque chose et plus stable avait pris racine. Ce soir, Marc célébrait sous les néons, aveugle à la tempête, qui l'avait invité. Il ne savait pas que la justice se déplaçait déjà silencieusement à travers les comptes bancaires et les registres, à travers les preuves rassemblées en silence, et que, moi, une femme qu'il croyait trop vieille et trop faible, j'étais celle qui tenait ce silence dans mes mains comme la lame la plus aiguisée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise à la table de la salle à manger d'Evelyne, avec l'écharpe enroulée autour de moi, les reçus étalés sur le bois, la lettre pliée, soigneusement à portée de main. La maison faisait tic-tac de silence, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement des vieilles poutres. J'ai fixé les ombres sur le mur jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Evelyne petite, fille, courant pieds tenus dans le jardin, ma plante avec ses cheveux flottants derrière elle. Et chaque fois que j'ouvrais les yeux, je voyais la vérité creuse. Elle était morte, seule pendant que Marc buvait ses économies. J'ai pensé à mon mari Henri. Il était parti depuis 20 ans. Pourtant, sa voix résonnait encore dans mon esprit, comme s'il était assis en face de moi. « Tiens-toi toujours droite, Viviane », me disait-il. « Quelle que soit la tempête, quel que soit le tonnerre, garde le dos droit. C'est ainsi que nous honorons les gens que nous aimons. » J'ai pressé l'écharpe contre ma poitrine et je lui ai murmuré. « J'essaie, Henri. Je jure que j'essaie. » La lumière du matin s'est glissée à travers les stores. Mes mains se sont mises en mouvement avec une nouvelle certitude. J'ai rassemblé les reçus, les relevés bancaires, le carnet et la lettre d'Evelyne, les plaçant dans un porte-documents, en cuir que je n'avais pas touché depuis les funérailles de Henry. J'ai drapé l'écharpe sur mes épaules comme une armure. Puis j'ai traversé la ville pour voir la seule personne en qui j'avais confiance pour m'aider à naviguer dans la suite des événements. Le bureau de Charles Bertrand sentait le vieux bois et le café fort. C'était un homme dans la soixantaine, aux cheveux d'argent et à l'esprit vif qui avait été le plus proche confident d'Henri. Nous avions partagé des dîners il y a longtemps, avant que le temps et la distance ne nous séparent. Quand je suis entrée, il s'est levé de derrière son bureau, son expression s'adoucissant en surprise et en chagrin. « Viviane, » a-t-il dit, tendant les mains vers moi. « J'ai appris pour Evelyne. Je suis tellement désolée. » J'ai hoché la tête, incapable de formuler des remerciements. Au lieu de cela, j'ai posé le porte-documents en cuir sur son bureau et je l'ai ouvert.
un par un, j'ai étalé les documents devant lui. La location du yacht, le reçu de la Rolex, les factures de spiritueux, les relevés bancaires marqués de découvert, et enfin le carnet d'Evelyne avec son écriture tremblante. Il a étudié chaque page avec ses yeux d'avocat, les sourcils froncés. « Viviane, a-t-il dit après un long silence, c'est de l'exploitation. C'est du vol déguisé en droits matrimoniaux. Il l'a laissé dans cet hôpital pendant qu'il vidait ses comptes. » Je me suis penchée en avant, ma voix stable. « Je veux que ça s'arrête. Je veux que chaque compte soit gelé, chaque carte annulée, chaque euro déplacé hors de sa portée aujourd'hui. Evelyne n'a pas vécu pour voir la justice, mais je ne le laisserai pas danser sur sa tombe avec son argent. » Charles a hoché la tête lentement. « Vous avez une procuration de sa dernière hospitalisation, n'est-ce pas? »« Oui, » ai-je répondu, sortant le document notarié de mon sac. Elle l'a signé avant mon dernier voyage dans l'Ouest. Elle voulait que je gère ses affaires si elle devenait trop faible. Il a parcouru le papier, puis a expiré. Alors nous pouvons le faire. Cela n'effacera pas ce qu'il a fait, mais ça l'empêchera de prendre un centime de plus. Pendant l'heure qui a suivi, le Milototsoto bureau s'est rempli du son des touches de clavier et des appels téléphoniques. Charles a travaillé avec une précision silencieuse, contactant les banques, signalant les comptes et envoyant des fax urgents. J'étais assise en face de lui, les mains jointes, les yeux fixés sur la frange verte de l'écharpe qui reposait sur ma manche. Chaque frappe de touche ressemblait à un clou enfoncé dans l'empire insouciant de Marc. Finalement, Charles a fait glisser une feuille imprimée sur le bureau. « C'est fait, a-t-il dit. Tous les comptes sont gelés. Les actifs communs sont sous votre contrôle jusqu'à ce que le tribunal finalise les procédures de succession. Marc ne peut pas accéder à un centime. » J'ai fixé la page, l'encre noire nageant un instant avant de s'éclaircir. Pour la première fois depuis le dernier souffle d'Evelyne, j'ai pris une inspiration stable. « Merci, Charles, » ai-je murmuré. « Ne me remerciez pas encore, » a-t-il prévenu. « Il ne se laissera pas faire tranquillement. Il viendra à vous en colère. Soyez prête. » J'ai hoché la tête. Laissez-le rager. J'ai déjà affronté des tempêtes. Comme par hasard, mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Le nom de Marc clignotait sur l'écran. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale capture sa voix. Le premier message est arrivé, sec, truffé de jurons et de venin. « Tu crois que tu peux me voler, vieille femme? Tu crois que tu peux toucher à ce qui est à moi? » Le Sotosatuk téléphone a sonné à nouveau, un autre message vocal. Son ton est monté, criant, menaçant, d'avocat, promettant vengeance. Le téléphone a sonné une troisième fois, et cette fois sa voix a changé, plus douce, presque suppliante. « Viviane, écoute, j'ai juste besoin d'un accès pour couvrir certaines dépenses. On peut arranger ça. Je suis son mari après tout. Ah, quoi bon me punir maintenant? » J'ai tenu le téléphone dans ma paume, les vibrations, secouant ma peau, puis je l'ai posé face contre table sur le bureau de Charles. Mon silence était ma réponse. L'écharpe a effleuré ma joue, stable et chaude malgré son âge. Evelyne m'avait demandé de ne plus vivre seule. Elle m'avait demandé de garder mon cœur ouvert. Je l'honorerai en me tenant droite, en refusant de laisser Marc définir la fin de son histoire. Quand je suis sortie du bureau de Charles, le soleil était haut et vif, frappant le trottoir d'une lumière aveuglante. Mon ombre s'étirait devant moi, plus longue et plus stable que je ne me sentais. J'ai murmuré les mots d'Henri une fois de plus. « Tiens-toi droite, Viviane, quelle que soit la tempête. »
Et cette fois, j'ai cru que je le pouvais. La chapelle sentait le lys et le produit à polir au citron. Le genre de propreté qui prétend cacher ce qui ne peut être lavé. Le portrait d'Evelyne se tenait sur un chevalet près de l'autel, son sourire figé dans la lumière de mi-été. J'ai pris place au deuxième rang et j'ai plié l'écharpe verte sur mes genoux. Mes doigts ont cherché la frange, comme si les fils doux pouvaient calmer le tremblement sous mes côtes. Les personnes en deuil sont entrées et se sont installées. Des condoléances murmurées s'élevaient et retombaient. J'ai regardé le cercueil poli, la fin, une jointure où le bois se rencontrait. Et j'ai essayé de comprendre comment ma fille pouvait tenir dans une géométrie si silencieuse. Un silence a balayé la pièce lorsque Marc est entré. Il portait un costume noir sur mesure et un visage arrangé pour le deuil. Puis, il a descendu l'allée à pas mesurés, s'arrêtant pour serrer des mains, pour hocher la tête, pour accepter une sympathie qu'il n'avait pas méritée. Il s'est assis au premier rang, de biais pour que son profil soit visible, et a pressé un mouchoir contre ses lèvres. Le geste semblait étudié, comme une réplique lue d'un script. Quand le pasteur a commencé, Marc s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Sur le programme, sous le nom d'Evelyne, quelqu'un avait imprimé les mots « épouse bien-aimée ». Je me suis demandé qui les avait choisis et ce que ce mot signifiait pour elle. Quand les nuits s'étiraient et que le téléphone restait silencieux, le pasteur a parlé des saisons, de la douleur et de la façon dont l'amour persiste. Les gens hochaient la tête. Mon monde s'était arrêté à un moniteur d'hôpital et le langage ne pouvait pas le faire avancer. Marthe Rousseau s'est glissée sur le siège à côté de moi à mi-chemin de l'éloge funèbre. Elle m'a tenu le bras comme si je pouvais basculer. Je voulais attendre jusqu'à maintenant, a-t-elle murmuré. Vous devriez savoir la vérité. La nuit où Evelyne s'est effondrée, je l'ai entendue tomber. J'ai traversé en courant et elle pouvait à peine parler. J'ai appelé l'ambulance. Marc n'était pas à la maison. Il était parti depuis des heures. Il n'est jamais venu avant qu'il ne l'emmène. Les mots m'ont traversé comme un courant d'air froid. J'ai hoché la tête, parce qu'il n'y avait pas rien d'autre à faire sans déchirer le service en deux. Marthe m'a serré la main. Elle était courageuse, Viviane. Elle m'a demandé de ne pas vous appeler tout de suite. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que vous vous inquiétiez. Sa voix s'est brisée et elle a tamponné ses yeux. Je suis tellement désolée. Merci, ai-je dit, simplement comme un souffle. La gratitude et le chagrin siégeaient côte à côte dans ma poitrine. La musique a enflé un hymne qu'Evelyne aimait quand elle était petite. Je l'ai vue à 9 ans, balançant ses pieds, depuis le banc, fredonnant faux, se penchant contre moi avec une épaule chaude. L'écharpe a glissé et je l'ai ramassée à nouveau, la berçant comme un petit animal. Quand le moment des remarques de la famille est venu, Marc s'est levé. Il a parlé de dévotion et de courage. Il l'a appelée sa lumière. Il a posé une paume sur le cercueil comme pour le réclamer. Sa voix s'est brisée en 2 endroits bien nets. Un murmure de sympathie a traversé la salle. Je l'ai observé à travers la brume verte de l'écharpe. Il y a des performances que l'on peut applaudir sans y croire. Les funérailles invitent à ce genre de grâce. Je ne pouvais pas la lui accorder. Il est descendu et s'est dirigé vers l'allée. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés. Il a incliné la tête d'une fraction. Une reconnaissance qui ressemblait à de la possession. Et j'ai senti ma colonne vertébrale s'allonger. Je ne l'ai pas fusillé du regard. Je n'ai pas hoché la tête. J'ai soutenu son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Le silence, à nouveau ma seule réponse.
Pendant la réception dans la salle paroissiale, les gobelets en papier cliquetaient et les conversations futiles flottaient, comme la climatisation. Je me tenais près de la fenêtre, où la lumière était honnête. Marthe m'a rejointe avec une assiette de craquelin. Elle m'a dit que les ambulanciers avaient été gentils. Ils avaient parlé doucement à Evelyne. Ils avaient demandé après un conjoint, et elle avait regardé la porte, puis le sol, et n'avait rien dit. J'ai remercié Marthe à nouveau. Quand il a été temps de s'approcher du cercueil, j'ai marché seule. J'ai posé ma main sur le couvercle verni, et j'ai imaginé les taches de rousseur sur le nez d'Evelyne, la façon dont elle riait de tout son corps, la façon dont elle m'avait supplié de ne pas vivre dans la solitude. Mon reflet vacillait sur la surface polie. Une femme âgée tenant une écharpe, comme si c'était un vœu. Derrière, moi j'ai entendu Marc recevoir les condoléances. Son ton bas, persuasif. Des questions ont surgi en moi avec une pression que je ne pouvais ignorer. Devrais-je pardonner à l'homme qui a abandonné mon enfant? Si je lui pardonne, est-ce que je trahis la femme que j'ai élevée? La miséricorde est-elle une porte que j'ouvre pour lui, ou une porte que je ferme sur moi-même? L'équation morale refusait de s'équilibrer. J'ai senti les vieux mots d'Henri remonter dans ma mémoire. Tiens-toi droite, quelle que soit la tempête. Se tenir droite, ai-je réalisé, signifie parfois refuser de se plier à la fin bien ordonnée que les gens attendent. Je me suis détournée du cercueil et j'ai fait face à la salle. Mon chagrin n'avait pas besoin de témoin. Mon silence écrirait son propre verdict. J'ai traversé l'allée, je suis passée à moins d'un bras de Marc et j'ai continué à marcher. L'écharpe a effleuré ma gorge, stabilisant chaque pas. Dehors, le ciel s'était éclairci en un bleu implacable. J'ai pris une inspiration qui faisait mal et qui guérissait aussi, puis j'ai continué à bouger, parce que le mouvement était la seule prière qu'il me restait maintenant. Charles a tenu parole. Une semaine après les funérailles, je me suis retrouvée dans son bureau, l'écharpe drapée autour de mon cou, un dossier de documents plus lourd que n'importe quelle valise que j'avais jamais portée. Il avait déjà commencé à tirer les fils, contactant les banques, traçant les retraits et demandant des registres. Il était maintenant temps de se préparer pour le tribunal. Il a étalé les papiers sur son bureau. « Viviane, je veux que vous voyiez ça », a-t-il dit, ajustant ses lunettes. Il a ouvert une impression de message récupéré grâce à une assignation des relevés téléphoniques de Marc. Les mots se sont brouillés, puis se sont précisés alors que je lisais. À un ami, Marc avait écrit « Elle ne tiendra pas longtemps de toute façon. Autant profiter de ce qu'il y a avant que ça ne disparaisse. » Un autre message. Les médecins disent quelques mois tout au plus. Pas des raiso, rien de se retenir. La vie est courte, la sienne encore plus. J'ai pressé une main contre ma poitrine, stabilisant ma respiration. Chaque ligne était une lame, mais mon visage est resté calme. Comme si les années passées à me maîtriser m'avaient entraîné pour ce moment précis. Charles a tapoté doucement la page. Ce sont les mots d'un homme qui a abandonné son devoir. Ils montrent une intention. Pas du chagrin, pas de l'amour, mais de la cupidité. J'ai hoché la tête. Ma voix est sortie basse. Je ne veux pas de vengeance, Charles. Je veux la justice. Evelyne méritait quelqu'un à ses côtés, pas quelqu'un qui vidait sa vie pendant qu'elle était mourante. Mon silence sera mon témoignage. Il sera plus fort que tout ce qu'il criera. Charles s'est penché en arrière dans son fauteuil, m'étudiant avec quelque chose qui ressemblait à du respect. La plupart des gens viennent en voulant du sang. Vous voulez la clarté. C'est plus difficile à contester devant un juge. Nous avons
construit le dossier pièce par pièce. Les reçus de la location du yacht, des bijoux, de l'alcool, les notes médicales montrant Evelyne admise sans visiteur, la déclaration de Marthe sur la nuit de l'ambulance, et maintenant les messages qui exposaient son cœur. Chaque élément s'emboîtait comme des éclats de verre formant un miroir, reflétant la vérité de qui était Marc. Pendant que nous travaillions, j'ai pensé au carnet d'Evelyne, à son écriture délicate à côté, de chaque traitement, à ses rappels de m'appeler, mais de garder sa voix légère. Elle avait porté son fardeau seule parce qu'elle pensait que cela me protégerait. C'était maintenant à mon tour de porter le poids pour elle. L'écharpe a effleuré mon poignet alors que je rassemblais les pages, une encre silencieuse me tirant à travers. Quand nous avons terminé, Charles a fermé le dossier. « Le tribunal écoutera », a-t-il dit fermement. « Nous avons des preuves. Nous avons des témoignages. Nous avons un mobile. Ce ne sera pas facile, mais la vérité est claire. » Je me suis levée, mes jambes raides mais stables. Je n'ai plus peur de lui. Il n'a que des mots et de la rage. J'ai le silence et la preuve. Cette nuit-là, à la maison d'Evelyne, j'ai tout disposé sur la table de la salle à manger, une fois de plus. Le document se tenait en une pile soignée, l'écharpe pliée à côté. J'ai allumé une bougie près de sa photo, sa flamme se courbant et se redressant dans l'air immobile. J'ai parlé à voix haute bien que personne ne soit là. Je ne le laisserai pas définir ton histoire. Je ne laisserai pas ta vie se terminer par son rire. Tu m'as donné de l'amour. Je te donnerai la justice. Le téléphone a vibré à nouveau. Le nom de Marc. Brillant. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, puis je l'ai écouté. Sa voix était chargée de fureur. Tu penses que le tribunal va te croire? Tu penses qu'une vieille femme amère peut me priver de mes droits? Je suis son mari. Un autre message a suivi, plus doux. Viviane, écoute. On peut régler ça tranquillement. Je n'ai pas besoin de tout. Juste une partie. Sois raisonnable. Je les ai supprimés tous les deux. Le silence à nouveau. Mon arme la plus puissante. Il ne savait pas à quel point cela le déstabilisait, comment cela le forçait à affronter le vide de ses propres mots. Avant de me coucher, je me suis tenue à la fenêtre, la nuit provençale s'étirant, large et sombre. Je me suis souvenue de la voix d'André. « Tiens-toi droite, quelle que soit la tempête. » J'ai murmuré en retour. « Je me tiens droite, Henri. » Pour elle, pour nous. Le procès se profilait, mais je ne sentais aucun tremblement, seulement de la résolution. Je ne cherchais pas la vengeance. Je ne chassais pas pour détruire. Je portais une vérité trop lourde pour la laisser enterrer. La supplique d'Evelyne résonnait encore. « Ne vis pas seule !» Et j'ai compris que garder mon cœur ouvert signifiait honorer sa vie avec dignité, même si cette dignité devait être taillée dans une salle d'audience. Le lendemain matin, je suis retournée chez Charles, avec le dossier, dans mes bras, prête à affronter la tempête que Marc apporterait. Mon silence, aiguisé par le chagrin et stabilisé par l'amour, parlerait plus fort que n'importe quelle performance qu'il tenterait. Et quand le juge écouterait, je savais que la vérité ne serait pas ignorée. La salle d'audience sentait légèrement le produit à polir, et le papier, une odeur stérile qui me nouait l'estomac. Je me suis assise à la table du demandeur à côté de Charles, l'écharpe, pliée sur mes genoux, mes mains pressées contre elle comme si c'était le seul bouclier que j'avais. En face de moi était assis Marc, rasé de près, vêtu d'un costume sombre qui semblait emprunté. Il m'a jeté un regard, puis a souri d'un air narquois, comme si ce n'était pas qu'une autre négociation qu'il gagnerait avec charme,
et bravade. Le juge est entré, et la salle s'élevait. Mes jambes tremblaient, mais tenaient bon. J'ai pensé à Evelyne, au dernier souffle qui s'était échappé de ses lèvres, aux mots qu'elle avait murmurés. « Ne reste pas seul. » Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de dignité. Charles a commencé avec une précision tranquille. Il a présenté le dossier de preuve, disposant chaque document dans l'ordre. La première pièce à conviction était une série de relevés bancaires. Chaque retrait marqué en rouge. L'écran derrière lui s'est illuminé d'images. Une facture de location de yacht, un reçu pour une Rolex, des frais de boîte de nuit et des suites d'hôtels réservées pour des week-ends où Evelyne était à l'hôpital. La salle d'audience a murmuré, le son ondulant comme de l'eau contre la pierre. Puis sont venus les messages. L'huissier les a projetés ligne par ligne. Elle ne tiendra pas longtemps de toute façon. Pourquoi attendre? Profites-en maintenant. Les médecins disent des mois, pas de raison de se retenir. Chaque phrase résonnait comme une gifle. J'ai gardé mon regard droit devant, mais à l'intérieur, mon cœur se contractait. La vie de ma fille mesurée en moi, réduite à une excuse pour l'indulgence. Ensuite, ce fut le témoignage du médecin. Une femme en blazer, gris s'est tenue à la barre des témoins. Sa voix ferme. La fille de Madame Harrel a été admise en soins intensifs et y est heureux. 2 semaines avant son décès. Aucun membre de la famille n'a été enregistré comme visiteur pendant cette période. La patiente demandait souvent si son mari venait. Il n'est jamais venu. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle preuve. Evelyne, attendant, regardant la porte, s'accrochant à un espoir qui n'est jamais venu. Charles a conclu, son ton maîtrisé. Ce n'est pas simplement de la négligence. C'est un abandon accompagné d'une exploitation délibérée. La succession d'Evelyne Harrel mérite d'être protégée d'un homme qui a cherché à profiter de sa mort avant même que son corps ne soit mis en terre. Marc s'est alors levé, son avocat lui faisant signe de parler. Il a ajusté sa cravate, a regardé le juge et a commencé. « Monsieur le juge, je suis son mari. La loi m'accorde des droits sur ses biens. Elle a partagé sa vie avec moi. Et ce qui est à elle est à moi. Si elle a choisi de passer ses derniers jours à l'hôpital, c'était sa décision. Je ne peux être tenue responsable de la façon dont j'ai fait face à sa maladie. » L'audace de ces mots s'est installée sur la pièce comme de la fumée. J'ai serré l'écharpe plus fort, le tissu s'enfonçant dans mes paumes. Il parlait de faire face, comme si la solitude d'Evelyne était son choix, comme si son absence était une miséricorde. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais je n'ai pas parlé. Le silence m'a stabilisée. Le juge s'est penché en avant, son expression grave. Il a frappé une fois avec le marteau, faisant taire les murmures. Ce tribunal a examiné les preuves présentées, les dossiers financiers, les communications, les témoignages. Le tableau est clair. La défunte a été abandonnée, ses biens utilisés à mauvais escient, sa confiance trahie. Ce tribunal décide que tous les biens appartenant à Evelyne Harrel seront transférés à sa mère, Viviane Harrel, avec effet immédiat. De plus, il est interdit à Marc Harrel d'accéder à tout compte, propriété ou effet personnel de la défunte. Sa demande d'héritage conjoint est rejetée. Lot, son du marteau frappant le bois était final, sec, comme la fermeture d'une porte lourde. Ma poitrine s'est soulevée comme si un poids avait glissé de mes épaules. Marc s'est retourné, son visage s'assombrissant, sa bouche se contractant de mots non dits. Il s'est légèrement penché vers moi comme pour cracher son venin une dernière fois.
J'ai senti son regard, brûlant et désespéré. Mes doigts se sont resserrés autour de l'écharpe, les fils rugueux sous ma peau. Lentement, délibérément, je me suis levée. Je ne l'ai pas regardé directement. J'ai tourné mon corps, laissant le silence former la frontière qu'il ne pourrait jamais franchir. Pendant un instant, la paix, Yes s'est immobilisé. Il n'a rien dit. Je n'ai rien donné. Mon silence était plus lourd que sa rage. Mon dos tournait plus fort que n'importe quel mot crié. Alors que je me dirigeais vers la sortie, l'écharpe a effleuré mon poignet, comme la main d'Evelyne me guidant dehors. Derrière moi, Marc a sifflé quelque chose à voix basse, mais cela ne m'a jamais atteinte. L'écho de la salle d'audience n'était pas le sien. C'était le marteau, le témoignage, la vérité indéniable. Dehors, le soleil provençal se déversait sur les marches. Je me suis arrêtée, fermant les yeux. La justice n'avait pas ramené Evelyne, mais elle avait restauré sa dignité. Et dans cette victoire tranquille, je l'ai sentie à mes côtés. Les portes du palais de justice se sont ouvertes, et une bouffée d'air chaud m'a frappé le visage. La lumière du soleil semblait presque violente après les ombres lourdes de la salle d'audience, mais je l'ai accueillie. Mes mains étaient toujours enroulées fermement autour de l'écharpe verte d'Evelyne, le tissu humide de ma poigne. Derrière moi, j'ai entendu le premier son guttural s'échapper de la gorge de Marc. Au début, il était bas, puis il a enflé en un rugissement. « Voleuse! Sorcière! Tu crois que tu as gagné? Ce n'est pas fini! » Sa voix a déchiré les marches, comme du verre qui se brise. Des appareils photos ont cliqueté. Des inconnus ont tourné la tête. Des journalistes se sont penchés en avant avec des yeux avides. Je ne me suis pas arrêtée. Mes talons claquaient fermement sur le béton. Chaque pas stable, délibéré, ininterrompu. Plus j'avançais, plus il criait fort. « Tu m'as ruiné !» C'était « Ma vie ! Tu ne peux pas simplement t'en aller comme ça !» La foule s'est rassemblée. Certains le regardaient Kenneth avec dégoût, d'autres avec pitié, mais personne ne s'est approché. Et Marc agitait les mains dans les airs, sa cravate défaite, sa veste ouverte. Il ne ressemblait en rien à l'homme soigné qui était entré si confiant une heure plus tôt. Il se désagrégeait devant le monde entier. Chaque fil tiré par sa propre fureur. À l'intérieur de moi, une tempête grondait, mais je ne l'ai pas laissé monter. Mon esprit me murmurait une seule vérité. Le silence était la plus grande des réponses. Si je me tournais, si je parlais, je lui redonnerais du pouvoir. Le visage d'Evelyne a surgi dans ma mémoire. Ses yeux fatigués, ses lèvres tremblantes. Elle avait été abandonnée en silence. Maintenant, je l'honorerais avec un silence d'un autre genre. Un silence qui protégeait sa dignité. J'ai serré l'écharpe plus fort. J'ai levé le menton et j'ai continué à marcher. Ma voix ne parlait qu'en moi. Je n'ai pas besoin de gagner contre toi, Marc. J'ai seulement besoin de protéger. Et la mémoire de ma fille. J'ai seulement besoin de garder sa dignité intacte. Il m'a suivi de quelques pas, criant, crachant son venin à l'air libre. « Tu mourras seule, vieille femme. C'est ta malédiction. » Les mots ont essayé de me transpercer. Mais ils sont tombés à court. J'avais déjà connu la solitude. J'avais déjà affronté des nuits sans main à tenir. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que la solitude, lorsqu'elle est choisie, est plus forte que la fausse compagnie de la trahison. Alors que j'atteignais le bas des marches du palais de justice, Marthe est apparue au bord de la foule. Elle a touché sa poitrine, ses yeux doux, débordant d'une compassion que Marc ne pourrait jamais comprendre. Elle n'a pas parlé. Elle m'a seulement fait un petit signe de tête, comme pour dire
Vous avez bien fait. Ce simple geste m'a rempli plus que n'importe quel applaudissement ou jugement qui n'aurait pu le faire. Derrière moi, la voix de Mark s'est brisée. Sa rage se rompait sous son propre poids. La foule a commencé à murmurer. Non pas à mon sujet, mais au sien. Il le voyait pour ce qu'il était. Un homme dépouillé d'excuses, s'agrippant à un monde qui ne se pliait plus à lui. Il n'était que du bruit, rien de plus. Et moi, en m'éloignant, j'étais le silence. Un silence qui devenait pouvoir. J'ai atteint la voiture qui attendait au bord du trottoir. J'ai ouvert la portière et je me suis glissée à l'intérieur. Par la fenêtre, j'ai vu Mark s'effondrer sur les marches, ses cris se transformant en « Jurons que personne ne se souciait de répéter ». Sa silhouette est devenue plus petite alors que le chauffeur s'éloignait. L'écharpe reposait à nouveau sur mes genoux, douce contre mes mains. Les mots d'Evelyne résonnaient. « Ne me laisse pas te laisser seule, maman », j'ai murmuré, en retour, bougeant à peine les lèvres. « Je ne suis pas seule, ma chérie. Je te porte avec moi. » Le palais de justice a rétréci au loin. Le bruit s'est estompé. À sa place, j'ai senti le calme profond et ancré de la finalité. La justice avait été rendue, non pas avec des cris, mais avec le silence, non pas avec la vengeance, mais avec la dignité. Et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré sans le poids de la peur. Mes pas avaient été lourdes lorsque j'étais entrée dans cette salle d'audience. Mais maintenant, il me semblait plus léger. Je n'avais pas détruit Mark. Je n'en avais pas eu besoin. Sa propre arrogance s'en était chargée. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de regarder en arrière. La maison était silencieuse quand j'ai ouvert la porte. La maison d'Evelyne, la maison de ma fille. L'air sentait légèrement la poussière, comme un endroit qui avait été mis en potion. « Ça y est !» suis entrée, et le son de la porte se refermant derrière moi a résonné trop fort. Je suis restée immobile, agrippant la poignée de mon sac, effrayée de bouger, effrayée que si je dérangeais le silence, je perdrais le peu qui restait de sa présence ici. J'ai traversé lentement le salon. Le canapé où elle s'asseyait autrefois avait une couverture drapée, dessus, soigneusement pliée, mais ne portant aucune chaleur. Sur la table basse gisait un vieux magazine, ses pages cornées sur les bords, comme si elle avait commencé à le lire et ne l'avait jamais terminé. L'écran de la télévision reflétait le soleil de fin d'après-midi, un carré vide me fixant. La pièce semblait plus petite maintenant, bien que rien n'ait changé. C'était comme si le chagrin lui-même pressait contre les murs, expulsant l'air. Je me suis surprise à murmurer son nom juste pour voir si la maison pourrait répondre. « Evelyn », mais seul le craquement du plancher a répondu. Dans sa chambre, tout était encore en place. Le lit légèrement défait, un pull jeté sur la chaise, un verre d'eau à moitié vide, sur la table de chevet. Mes yeux se sont posés sur son journal posé à côté de l'oreiller. La couverture en cuir était craquelée par des années d'utilisation. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai pris sur mes genoux. Le journal était plus lourd qu'il n'y paraissait, comme s'il portait non seulement des mots, mais le poids de son âme. J'ai tracé les lignes de son écriture, tremblante en lisant la même phrase encore et encore. « Maman, s'il te plaît, ne reste pas seule plus longtemps. » Les mots semblèrent s'échapper de la page, pressant contre ma poitrine, exigeant une réponse que je ne pouvais pas donner. J'ai emporté le journal avec moi jusqu'à la fenêtre et je me suis assise sur la chaise à côté. La lumière du soir entrait à flot, baignant la pièce de nuances d'or et d'ombre. Dehors, la rue était calme. Les enfants étaient déjà rentrés. Aucune voiture ne passait. Seule une légère brise agitait
Les branches du chêne qu'Evelyne m'avait dit un jour aimer, parce qu'il lui rappelait la force. J'ai regardé cet arbre maintenant, ses feuilles tremblant contre la lumière déclinante, et j'ai pensé, après tout ça, que me reste-t-il? Mes mains serraient fermement le journal, comme si le lâcher signifierait la lâcher elle. Mon reflet dans la vitre m'a surprise. Une femme de 67 ans, avec des rides profondément creusées autour de la bouche et des yeux. Une veuve. Et maintenant, une mère sans enfant. Le vide de cette vérité reposait comme une pierre dans mon estomac. L'écharpe était pliée sur mes genoux, son tissu vert captant un soupçon du soleil mourant. Je l'ai pressée contre ma joue, respirant la plus faible trace de son parfum. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant qu'elle était encore là. Que si je me retournais, elle serait dans la cuisine, fredonnant en préparant du thé. Mais quand je les ai ouverts, le silence était plus vif qu'avant. Un couteau tranchant l'illusion. La lumière a diminué lentement, peignant la pièce de longues ombres. Le tic-tac de l'horloge murale est devenu plus fort, marquant chaque seconde, comme pour me rappeler combien de temps avait été volé. Mon cœur battait contre mes côtes, mais il n'y avait plus de larmes, à verser seulement un vide trop vaste pour être porté par les pleurs. J'ai murmuré à l'immobilité. « Après tout, que reste-t-il de moi ?» La question a flotté dans l'air, sans réponse mais persistant comme de la fumée. Ce n'était pas du désespoir, pas encore de l'espoir, mais quelque chose entre les deux. Une reconnaissance du vide qui définissait maintenant mon monde. La pièce s'est assombrie. Je suis restée assise là, immobile, serrant le journal et l'écharpe, les dernières encres d'une vie qui m'avait échappé. Le silence pressait de tous côtés. Mais j'ai retenu mon souffle et j'ai écouté. Au fond, sous le chagrin, sous le vide, j'ai senti quelque chose de fragile vaciller. Une conscience que même dans ce vide, j'étais encore en vie. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir, près de cette fenêtre dans la lumière déclinante, enveloppée de son souvenir, et de permettre au vide de dire sa vérité. Je me suis réveillée avant l'aube et me suis assise à la table de la cuisine d'Evelyne, son journal ouvert et l'écharpe verte autour de mes épaules. La maison retenait son souffle. L'horloge faisait tic-tac comme un métronome pour le chagrin. J'ai tracé une ligne jusqu'à ce que mon doigt picote. « Maman, s'il te plaît, ne reste pas seule plus longtemps. » Si je ne pouvais pas garder ma fille dans ce monde, je pouvais empêcher la porte de mon cœur de se sceller. Je pouvais laisser l'amour continuer à œuvrer. À 7 heures, j'avais préparé du café et fait une liste. En haut, j'ai écrit un nom qui ressemblait à un vœu. Le fonds Evelyne. En dessous, une phrase pour guider mon jugement lorsque le chagrin tenterait de le brouiller. Aide rapide pour les patients atteints de cancer qui font face au traitement seuls. J'ai plié la page dans mon sac à main, j'ai placé le journal à côté et j'ai conduit jusqu'à Sta, l'hôpital sous un ciel de la couleur de l'acier refroidi. L'assistante sociale en oncologie m'a rencontrée dans une petite pièce avec des mouchoirs et une cafetière de café-filtre. Elle s'appelait Patrice. Son visage portait la tendresse exercée de quelqu'un, qui se tient près des tempêtes des autres sans être emporté. Je lui ai dit que je ne voulais pas un monument. Je voulais un mécanisme. Des trajets pour la radiothérapie quand le bus ne vient jamais. Un loyer pour garder un lit sous un patient après la perfusion de chimio. Une quote-part payée avant que le guichet ne ferme. Pendant que la médecine préserve les corps, la dignité préserve la volonté de continuer à se présenter. Patrice a hoché la tête et m'a raconté ce qu'il voit chaque semaine. Des patients qui sortent avec des instructions qu'ils ne peuvent pas suivre. Pas de transport,
pas d'argent pour une quote-part, personne pour signer un formulaire. Le coût de la solitude est mesurable. Des traitements manqués, des vies écourtées. J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les ordonnances du tribunal, les confirmations bancaires, des copies des dernières CFAO, Cture d'Evelyne, maintenant réglées, et une déclaration de mission d'une page que j'avais écrite à 3 heures du matin. Nous l'avons examinée ligne par ligne. Le fonds paierait de petites dépenses urgentes dans les 24 heures. Les assistants sociaux enverraient de brèves minacoti, demandes par email avec un nom, un besoin et un plan. J'approuverais et paierais. Aurait un registre. Il y aurait une responsabilité. Il y aurait de la rapidité. Patrice a fait venir le directeur des services aux patients et un responsable financier qui parlait en chiffres, prudent. Nous avons passé en revue la logistique jusqu'à ce que l'idée se solidifie en un cadre avec des dates et des signatures. Un compte en fiducie serait ouvert au nom du fonds. Un comptable indépendant rapprocherait les relevés mensuels. L'hôpital enverrait des reçus pour chaque décaissement. Les attentes étaient claires. Le but aussi. À banque, j'ai rencontré une femme en tailleur bleu marine qui avait la gentillesse efficace d'une gardienne. Elle a ouvert le compte en fiducie, m'a ajouté comme signataire principal et a commandé une carte de débit pour que nous puissions payer les taxis, les quote-parts et le loyer du mois dernier sans délai. Elle a fait glisser les formulaires de signature sur le bureau. En écrivant mon nom, les lettres me semblaient inconnues, comme si j'avais été promue à un poste que je n'avais jamais demandé. Quand elle m'a tendu la carte, mes mains ont tremblé, non pas de peur, mais de la connaissance que le chagrin était sur le point d'être traduit en action. De retour à l'hôpital, nous avons signé un protocole d'accord. Patrice m'a donné une seule feuille avec 3 noms et 3 besoins. Maria, stade 4, un avis d'expulsion. Après des salaires manqués, 300 € stabiliseraient le logement jusqu'à l'arrivée d'une allocation d'invalidité. Hugo, radiothérapie prévue à 6 heures du matin, pas de famille, 30 € en ticket de bus couvrirait 1 semaine de trajet. Un enfant dont la tante avait disparu. Des médicaments contre la douleur non couverts. Avant le 1er du mois, il manquait 60 €. Les chiffres étaient petits. L'impact serait grand. J'ai senti mon dos se redresser en lisant. J'ai fait les premiers virements assise dans la chapelle. La lumière filtrait à travers un vitrail et déposait une bande de couleur sur mes genoux. J'ai posé le journal d'Evelyne sur le banc et j'ai parlé dans le calme. Si je ne peux pas te garder, je garderai ce que tu m'as demandé. Je ne laisserai pas mon cœur se fermer. Que ce fonds soit une porte qui s'ouvre à l'heure où quelqu'un sinon ferait demi-tour. En milieu d'après-midi, l'hôpital a envoyé des confirmations par email. Le propre, Yeter suspendrait l'expulsion. La carte de transport était chargée. La pharmacie délivrerait les médicaments. J'ai répondu par une seule ligne qui a stabilisé mes mains. L'amour est une action, pas un mémorial. Puis je suis rentrée chez moi à travers une chaleur qui faisait onduler l'air au-dessus de la route. À la table de la cuisine, j'ai rédigé une lettre aux femmes de mon club de lecture et aux voisins qui avaient autrefois regardé Evelyne faire des ronds à vélo. Je leur ai dit que le fonds était actif, qu'il agissait rapidement, que chaque demande serait spécifique et personnelle. Je n'ai pas demandé de pitié. J'ai demandé un partenariat. Le soir, mon téléphone a carillonné de promesses de dons et d'offres pratiques. Une femme a promis de tricoter des bonnets, chauds pour la salle de perfusion. Un vieil ami a envoyé un chèque avec un mot qui disait « Pour le courage d'Evelyne ». La paperasse peut devenir une cachette. Je le savais. Pourtant, le travail ne m'a pas engourdi. Il m'a concentré.
Après le dîner, j'ai ouvert le journal et j'ai écrit 2 principes de ma propre main, pour ne pas les oublier quand les nuits s'allongeraient. Premièrement, la rapidité sauve l'espoir. Deuxièmement, la dignité est une forme de médecine. J'ai glissé le journal sous l'écharpe et j'ai posé ma paume sur les 2. La nuit s'est rassemblée aux fenêtres. Le chêne à l'extérieur bougeait en vagues lentes, comme si le vent respirait. J'ai préparé du thé et je me suis assise sur la chaise où Evelyne lassait autrefois ses chaussures avant de partir travailler. Le fond existait. Les signatures étaient réelles. Les premiers décaissements avaient atteint leur destination. Je ne pouvais pas ramener ma fille, mais je pouvais m'assurer que d'autres personnes ne fassent pas face à leur pire heure sans témoin. Si je ne pouvais pas garder mon enfant, je garderais son instruction. Ne pas laisser mon cœur se fermer. Avec cette connaissance, la maison semblait moins vide, pas guérie, mais éclairée de l'intérieur par une petite flamme stable. Le service de pédiatrie était peint dans des couleurs océaniques. Des poissons en papier flottaient le long du couloir. Une baleine souriait au-dessus du poste des infirmières. La luminosité s'efforçait de faire paraître la souffrance plus petite. Cela aidait, jusqu'à ce que vous regardiez dans une chambre et voyiez le pied à perfusion, l'enfant pâle, l'adulte plein d'espoir essayant de ne pas pleurer. Patrice marchait à mes côtés avec un dossier pressé contre sa poitrine. « Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez, » a-t-elle dit. « Il s'appelle Léo. » Nous nous sommes arrêtés devant une porte couverte de dessins au crayon, où une casquette de baseball était suspendue à la poignée de porte comme une sentinelle. À l'intérieur, un garçon était assis en tailleur sur le lit avec un livre de coloriage en équilibre sur ses genoux. Sa tête était rasée. Une constellation de taches de rousseur parsemant son nez. La ligne 4 faisait une boucle douce de son bras à la pompe. Il la levait, les yeux quand nous sommes entrés, curieux, mais pas effrayés. Les enfants apprennent à lire les visages rapidement dans des endroits comme celui-ci. « Léo », a dit Patrice. « Voici, Madame Harel. C'est la maman d'Evelyne. » Il a hoché la tête, pensif, de la manière dont un garçon hoche la tête quand il écoute le sens plutôt que les manières. J'ai tiré une chaise près du lit et je me suis présentée. « Tu peux m'appeler Viviane, » ai-je dit. « J'apprends encore à connaître cet endroit. »« Moi aussi, » a-t-il répondu. Sa voix avait un petit râle et comme une radio légèrement déréglée. « J'aime les poissons. La baleine a l'air drôle. » J'ai souri. « Je l'aime bien aussi. On dirait qu'il raconte une blague qu'il n'expliquera pas. » Léo a réfléchi à cela, puis a souri en retour. La lumière qui a traversé son visage ressemblait à un lever de soleil en miniature. Il a levé le livre de coloriage. « Vous aimez le bleu ?» a-t-il demandé. « Ou le vert ?»« Le bleu, » ai-je dit, touchant l'écharpe à ma gorge. « Toujours le bleu. » Nous avons colorié pendant un moment, silencieux, compagnons. Le son des crayons grattant sur le papier comme une pluie douce. Patrice est sorti pour passer des appels. Une infirmière est entrée pour ajuster la pompe, puis est partie avec un clin d'œil. Quand la pièce s'est à nouveau calmée, Léo m'a regardé sans ciller. « Est-ce que vous allez revenir ?» a-t-il demandé. Sa voix ne suppliait pas. Elle demandait simplement un fait sur lequel s'appuyer. La question a traversé les années et a ouvert une porte que j'avais gardée fermée. J'ai vu Evelyne à 5 ans, debout sur notre porche dans un imperméable, sa petite main serrant farouchement la mienne. « Ne me quitte pas, maman. Promets-moi que tu ne me lâcheras jamais. » À l'hôpital, elle avait murmuré une version différente. « Ne vis pas seule. »
Les deux requêtes étaient les mêmes à la racine. Aime-moi en restant. J'aimerais revenir. Ai-je dit, si tu le veux aussi. Il a hoché la tête une fois, comme pour accorder la permission. Demain est une longue journée, a-t-il dit. Ils ont dit que j'ai un scan. Parfois je vomis après. Ce n'est pas effrayant, juste salissant. Je suis douée pour le désordre, ai-je répondu. J'ai élevé une fille qui pouvait inventer du désordre à partir de rien. Est-ce qu'elle était drôle? A-t-il demandé. Elle était légère, ai-je dit, et le mot était assez vrai pour reposer dans ma bouche sans se briser. Elle aimait fredonner en cuisinant. Je fredonne aussi, a dit Léo. Il a pincé les lèvres et a produit une mince mélodie que j'ai reconnue immédiatement. C'était le même air qu'Evelyne sifflotait en attendant que l'eau bouille. Ma gorge s'est serrée, puis s'est détendue. Le deuil ne partait pas. Il faisait de la place. Patrice est revenue avec une assistante sociale qui portait un mince dossier. Elle a passé en revue les bases. La tante de Léo avait disparu. Il n'y avait pas de parents joignables. Les services de l'enfance étaient impliqués. Un placement en famille d'accueil serait organisé après sa sortie. Il avait besoin de transport, de repas et d'un adulte patient pendant que l'assistante sociale trouvait la prochaine adresse. Nous ne pouvons pas vous déma. N'en déplaise, a-t-elle dit doucement. Mais nous pouvons le recevoir, si vous l'offrez. J'ai regardé Léo. Il a rencontré mes yeux avec le courage simple que seuls les enfants possèdent. Il ne savait pas ce qu'il me demandait. Il savait seulement que la présence ressemble à un médicament. J'ai pris sa main, chaude, petite, réelle. Je serai là, demain, ai-je dit, et le jour d'après-demain. Nous prendrons cela une chose à la fois. Il a serré une fois de manière décisive, puis est retourné à son coloriage. Le bleu est en train de gagner, a-t-il annoncé, satisfait du résultat. Nous avons passé l'heure suivante à parler de choses ordinaires. Ses céréales préférées, un professeur de sciences qui faisait des volcans le vendredi, le chien qui lui manquait et qui s'appelait Orbite. J'ai appris qu'il craignait le bip de la pompe plus que l'aiguille et qu'il aimait les pommes froides mains. Isless toast chaud. Chaque détail ressemblait à un fil et ensemble ils se sont tressés en un engagement. Quand j'ai quitté la chambre, le bruit du couloir semblait plus doux. Patrice m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. « Vous n'êtes pas obligé de porter tout ça, » a-t-elle dit. « Mais si vous choisissez d'emporter une partie, nous partagerons le poids. Je n'essaie pas de remplacer ce qui ne peut être remplacé. » Ai-je répondu. J'essaie d'obéir à ce que ma fille m'a demandé. Garde ton cœur ouvert. Ne laisse pas la solitude décider de ta vie. Patrice a hoché la tête. Alors demain, nous commencerons tôt, a-t-elle dit. Il aura besoin d'un transport pour le scanner. Nous pouvons organiser un bon de transport ou vous pouvez l'amener vous-même. Je l'amènerai, ai-je dit. Le dire a apaisé quelque chose. Dans ma poitrine qui cliquetait depuis la nuit où le moniteur s'était en sortant, je me suis de nouveau arrêtée à la chapelle. La même bande de lumière colorée traversait le sol s'étant déplacée d'un pouce vers les bancs. J'ai posé ma paume sur le journal et j'ai parlé là où personne ne pouvait m'entendre. Si je ne peux pas te garder, Evelyne, je garderai la foi en ce que tu m'as laissé. Je resterai qu'en rester et le travail à faire. Dehors, le soir avait adouci la chaleur. Les arbres le long du trottoir captèrent la dernière lumière et la retenaient. J'ai glissé l'écharpe sous mon menton et j'ai marché vers le parking avec des pas qui savaient où ils allaient atterrir. Derrière moi, le service de pédiatrie bourdonnait de labeur et de miséricorde. Devant moi, demain attendait,
non pas avec des réponses, mais avec une place à côté d'un garçon qui avait posé une question simple. « Est-ce que vous allez revenir ?»« Oui, je le ferai, et pour la première. » Air fois depuis la salle d'audience, le mot ressemblait à une respiration. Lorsque les papiers ont été signés et les approbations réglées, j'ai ramené Léo chez moi. Le puce au corset. Trajet en voiture a été silencieux au début. Le garçon était pressé contre la vitre, regardant les arbres se transformer en traînées vertes. Il tenait un petit sac à dos qui semblait trop léger pour le poids de ses années. Je voulais tendre la main vers lui, mais je savais que les enfants sentent le désespoir comme les chiens sentent la peur. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence nous porter jusqu'à ce qu'il se tourne et demande doucement « Y a-t-il un jardin où vous vivez ?»« Oui, » ai-je dit. Pas grand-chose, mais assez pour que les fleurs me rappellent le printemps. Quand nous sommes arrivés, le porche d'entrée a grincé comme pour nous saluer. La maison sentait légèrement la lavande et le produit à polir le bouillon. J'avais nettoyé la chambre d'amis la veille, mis des draps frais et placé l'écharpe verte d'Evelyne sur le dossier d'une chaise. Cela semblait juste, comme un accueil plutôt qu'un sanctuaire. « Cette chambre est la tienne maintenant, » ai-je dit. Il a posé son sac à dos sur le lit, a regardé l'écharpe et a demandé « Est-ce qu'elle portait ça ?»« Oui, » ai-je répondu. Elle aimait le vert. Ça lui donnait l'impression d'être forte. Il a touché l'écharpe, avec la révérence d'un garçon qui sait que les objets peuvent porter la mémoire. « Alors, peut-être qu'elle peut rester ici. Elle peut me protéger. » J'ai hoché la tête, incapable de parler pendant un instant. L'écharpe n'était plus un symbole de ma solitude, mais un pont entre le passé et l'avenir. Le lendemain matin, nous sommes allés dans le jardin. Je lui ai donné une petite pelle et il a creusé avec la vigueur de quelqu'un croit encore que la terre écoute. Ensemble, nous avons planté un jeune arbuste que j'avais acheté à la pépinière, un érable qui déploierait un jour de larges bras d'ombre. Léo s'est essuyé de la terre sur la joue et a souri. « Il deviendra plus grand que la maison », a-t-il déclaré. « Et plus fort », ai-je dit, en tassant fermement la terre. Les arbres se souviennent des mains qui les ont plantés. Alors que nous arrosions les racines, il a commencé à siffloter. Le son était faible au début, incertain. Puis il a pris forme. Je me suis figée, l'arrosoir s'inclinant dans ma main. C'était le même air qu'Evelyne fredonnait en attendant que l'eau bouille. La mélodie qu'elle portait inconsciemment de l'enfance jusqu'à ses derniers jours. Léo m'a regardée, perplexe. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, » ai-je murmuré, la poitrine serrée. « Tu viens de me rappeler quelqu'un que j'aime bien, Uku. » Il a haussé les épaules comme le font les enfants lorsqu'ils ne sont pas conscients du pouvoir qu'ils exercent. Puis il a siffloté plus fort, insouciant, laissant la mélodie dériver dans les branches au-dessus de nous. Je suis restée immobile, les larmes montant, mais pas les larmes du désespoir. C'étaient les larmes de la reconnaissance, de savoir que la vie insiste pour se faire écho. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis à la table de la cuisine, avec des sandwichs et des tranches de pommes. Léo a jeté un coup d'œil vers la chambre d'amis, où l'écharpe verte était maintenant accrochée. « Pensez-vous que ça la dérangerait que je la garde là ?» a-t-il demandé. « Non, » ai-je dit fermement. « Elle serait heureuse qu'elle ait quelqu'un à protéger. » La maison ne ressemblait plus à un mausolée. Elle ressemblait à un endroit où le souffle et le rire pouvaient revenir pour la première fois depuis des années. Alors que Léo bâillait et s'appuyait contre mon épaule, j'ai réalisé que le chagrin, lorsqu'il est partagé, devient un pont plutôt qu'une prison.
Cette nuit-là, je l'ai bordé, l'écharpe visible contre la chaise. Il a murmuré avant de s'endormir. « Bonne nuit, Madame Viviane. »« Bonne nuit, Léo, » ai-je répondu. Dans l'obscurité, la maison semblait à nouveau vivante. Des semaines plus tard, je nous ai conduits sur la côte. La mer avait toujours été un lieu de bilan pour moi, où l'immensité de l'eau rendait le chagrin humain à la fois aigu et petit. Léo portait un sac à dos avec des collations, et je portais une photo encadrée d'Evelyne, enveloppée dans une serviette. L'écharpe verte était pliée soigneusement à l'intérieur. Le passasata, sable était frais sous nos pieds, les vagues agitées, mais pas violentes. Je l'ai conduit à un endroit calme, où les coquillages pis arsemaient le rivage et les mouettes tournoyaient. Au-dessus, j'ai posé la photo sur le sable, face à la mer. Le cadre scintillait sous le soleil, comme si Evelyne elle-même captait la lumière. « C'est ma fille », ai-je dit doucement. Léo s'est agenouillé à côté de moi, le visage sérieux. J'ai posé l'écharpe à côté de la photo, son tissu flottant au vent, avant que je puisse la maintenir. Léo a cherché par terre, a ramassé une pierre lisse et l'a posée doucement sur le coin du cadre. « Ça la gardera en sécurité », a-t-il dit, simple et sûr. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. Le geste m'a transpercé, plus profondément que n'importe quel éloge funèbre n'aurait pu le faire. Mon enfant était parti, mais ce garçon, portant ses propres blessures, ancrait maintenant sa mémoire de ses mains. Nous sommes restés côte à côte, la marée se rapprochant. L'écume léchait nos chaussures, recule, en et revenant avec un rythme patient. Aucun de nous n'a parlé. Les mots auraient été trop maladroits pour ce que le silence était en train de façonner. Mon chagrin ne ressemblait plus à de l'isolement. Il ressemblait à une communion. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le rugissement des vagues me remplir. Pendant si longtemps, le silence avait été mon ennemi, me rappelant l'absence. Mais ici, avec Léo à mes côtés et la photo scintillante au soleil, le silence est devenu un sanctuaire. Dans mon esprit, j'ai entendu la dernière supplique d'Evelyne. « Maman, ne reste pas seule plus longtemps. » Cela ne sonnait plus comme une chaîne. Cela sonnait comme la liberté. En ouvrant ma maison, en laissant le rire de Léo résonner dans mon jardin, je lui avais obéi. J'ai posé ma main sur l'épaule de Léo. Il s'est appuyé contre moi, stable et petit. L'horizon s'étendait à l'infini, et pour la première fois, je ne me suis pas sentie submergée. Je me suis sentie tenue, comme si l'océan lui-même me murmurait que les fins peuvent être des commencements déguisés. Nous sommes restés là jusqu'à ce que le soleil baisse, peignant le ciel de violet meurtri et d'or tendre. Les vagues ont continué leur hymne, infatigable, ancienne. Quand nous nous sommes retournés pour partir, je n'ai pas repris la photo ni l'écharpe. Elles appartenaient maintenant à la mer, à la mémoire, à l'endroit où les fins et les commencements s'entrelacent. En m'élançant, revenant, Léo a glissé sa main dans la mienne sans demander. Sa prise était chaude, sûre, vivante. J'ai alors réalisé que l'écho d'Evelyne ne s'estomperait jamais. Il avait simplement trouvé une nouvelle note, portée par un garçon qui m'avait posé la plus simple des questions. « Allez-vous revenir ?» Et ma réponse, claire comme la marée contre le rivage, était « Et oui, la nuit s'est finalement installée sur la maison. » Et les pièces respirent à un rythme doux et régulier. Léo dort dans la chambre d'en face, l'écharpe verte accrochée au dossier de sa chaise comme une sentinelle silencieuse. Je me tiens dans l'embrasure de la porte et je regarde sa poitrine se soulever et s'abaisser. Un petit bateau naviguant sur une marée, douce. Dans le silence, je sens Evelyne proche, non pas comme un fantôme,
mais comme une chaleur qui persiste dans l'air que nous partageons. Je me penche et je murmure. Ma fille, je suis à la maison, et je promets que je ne laisserai plus personne être seule. Je retourne à la cuisine, où une veilleuse projette un halo pâle sur la table. Le journal repose à côté d'une tasse de camomille. Le jeune érable que nous avons planté plus tôt est une silhouette sombre dans le jardin, ses feuilles frémissant sous un vent calme. Cette M, Ison, résonnait autrefois. Maintenant, elle répond. Elle abrite des pas, des rires, le bruissement, des pages de devoirs, les petites routines qui recousent une vie. Le chagrin vit encore ici. Il ne règne plus. Le palais de justice semble lointain, comme une tempête déjà au large. La justice est arrivée sans spectacle. Elle est venue comme vient la rosée, certaine et silencieuse. Les gens m'ont demandé si je me sentais triomphante. Je leur ai dit que triomphe n'est pas le mot. Ce que je ressens, c'est un alignement, un redressement de la colonne vertébrale, le doux déclic d'une vérité qui retrouve sa juste place. Je n'ai pas vaincu. Marc, il a vaincu la version de lui-même qu'il a choisi d'être. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de dire les répliques qu'il avait écrites pour moi. Parfois, quand la maison se tait, j'entends en mémoire le moniteur des soins intensifs. Une longue tonalité, étirée comme une route. Je ne la fuis plus. Je la laisse me traverser, puis j'écoute un autre son. Le petit sifflement de Léo qui s'échappe de son sommeil, la bouilloire qui commence à murmurer, l'érable qui tapote la fenêtre avec un bonjour timide. La vie insiste, elle ne s'excuse pas. J'ouvre le journal et j'écris l'entrée de ce soir d'une main qui me semble plus stable qu'il y a un mois. Manatoire, le Fonds Evelyne a payé un taxi à l'aube, un repas chaud à midi, une ordonnance au crépuscule. 3 personnes dormiront plus tranquillement parce que des étrangers ont choisi d'être des voisins. J'imagine Evelyne lisant ces lignes et souriant de cette fierté tranquille qu'elle portait lorsque ses élèves comprenaient enfin une idée tenace. Elle m'a demandé de ne pas vivre seule. La réponse que j'offre est une vie qui fait de la place aux autres. Je me déplace vers la fenêtre et je tire un peu le rideau. La rue est calme. Les lumières des porches brillent comme de basses constellations. Je considère tout ce qui m'a amené à cette nuit. Le veuvage, la maternité, la salle d'audience, le jardin, le rivage. La perte ne m'a pas anéanti. Elle a creusé des canaux où la gratitude peut couler. Avant de nous dire au revoir, je veux m'adresser directement à vous. Celui ou celle qui écoute dans une cuisine, une chambre ou un bus qui roule dans le noir. Si vous avez connu la perte ou la trahison, pardonneriez-vous? Que signifierait même le pardon pour vous? Dites-le-moi dans les commentaires, non pas pour argumenter, mais pour témoigner. D'où regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud? Ou une nuit tardive où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous, aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et rappelez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prête à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine histoire. Je me retourne vers Léo et j'ajuste la couverture sur ses épaules. Orbit, le chien du refuge que nous avons ramené à la maison la semaine dernière, s'agite au pied du lit
et pousse le soupir content d'une créature qui a confiance que le matin viendra. J'éteins la lumière du couloir et je sens la douce traction du sommeil au bord de mon corps. Avant de quitter l'embrasure de la porte, je dis une dernière chose à la pièce que nous partageons maintenant. Evelyne, je suis à la maison et je ne suis pas seule. À la personne qui écoute encore, sachez ceci. Je ne crois pas aux fins heureuses. Je crois aux continuations vraies, aux fils qui ne se cassent pas, mais se retissent. Si vous avez besoin d'un signe pour continuer, que ceci soit suffisant pour ce soir. Levez-vous doucement. Buvez de l'eau, appelez quelqu'un qui répondra. Plantez quelque chose de petit. Le cœur est une porte. Vous êtes autorisé à l'ouvrir à nouveau. J'entre dans le silence et la maison s'installe autour de moi. L'écharpe attend sur la chaise comme un horizon vert à l'aube. Quelque part, dehors, l'érable tient bon dans le vent. Je n'ai pas gagné avec des mots. J'ai gagné avec le silence. Et dans ce silence, je me suis retrouvée.